Donc, bonjour à tous. Tu me dis quand l'enregistrement a commencé. Donc, bonjour à tous. Heureux de vous voir parmi nous. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien de votre côté. Donc, comme vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, donc ce soir, on va parler des techniques pour se démarquer lors de votre recherche de stage, d'alternance ou votre premier emploi pour ceux qui terminent leurs études. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Nathan. Je suis étudiant en DSCG 1, donc en Master 1 de comptabilité supérieure. Je suis en alternance en cabinet d'audit. J'ai déjà eu une expérience en licence en cabinet d'expertise comptable. Je suis membre du Fiduciaire Club Patchouli, donc c'est une communauté d'entraide entre étudiants et professionnels qui a été créée par des étudiants dans le but de s'aider sur les matières, s'aider dans la recherche de stage, se passer des conseils et puis surtout se motiver par les temps difficiles avec les cours en distanciel ou même le diplôme, montrer comme quoi on est une grande communauté qui s'entraide. Et je suis également membre de l'ANEX, donc l'Association nationale des experts comptables, des commissaires aux comptes stagiaires et des étudiants en comptabilité supérieure. Donc, il y a une association qui est là pour aider les étudiants, les stagiaires à finir le diplôme et puis à mettre un premier pas dans le monde professionnel. Et donc, ce soir, j'ai le plaisir de co-animer le live avec Audrey. Si tu peux te présenter, Audrey. Oui, avec plaisir. Merci Nathan. Déjà, merci de m'avoir proposé d'être présente à ce webinaire. Moi, je suis donc Audrey, la cofondatrice de Lamaconta. Si vous ne connaissez pas Lamaconta, c'est un site d'emploi qui vous est dédié, qui est dédié à l'expertise comptable, audit, et en fait à toutes les professions qu'on peut retrouver en cabinet d'expertise comptable. Et je suis aussi dans le je sais pas comment on appelle ça, l'écosystème FC Patchouli. J'ai la chance d'en faire partie, je vous le recommande vivement. Et on est aussi accompagné de Sandra. Je ne sais pas si Nathan, ça marche bien le réseau. Donc on a la chance d'être avec Sandra. Je vais te présenter. Moi, je suis Sandra. Du coup, je pilote un cabinet d'expertise comptable en ligne qui s'appelle Lively. Lively, c'est un cabinet qui propose une plateforme web intuitive avec l'accompagnement d'un conseiller, un comptable dédié. Et nous, on fait partie d'un groupe qui s'appelle TGS France, qui a à peu près 140 agences en France. Du coup, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous apporter un maximum de tips, de bonnes pratiques pour être recruté et bien recruté. Et donc, on espère que ça va vous plaire et on a hâte d'avoir vos questions et vos retours. Oui, comme tu disais, Sandra, ça va être super important si vous avez des questions tout au long du webinaire sur un point qu'on aborde. N'hésitez pas à les poser dans le chat, mais on pourra le faire plus facilement à la sortie du live. On a prévu un petit moment pour échanger avec vous. Donc, l'idée de ce live, c'était qu'on remarque de plus en plus sur les réseaux, que ce soit LinkedIn ou d'autres réseaux, ou même ce qu'on a pu connaître l'an dernier, mais également en règle générale, c'est jamais évident de trouver ça. Et donc, on est là pour vous apporter les meilleurs conseils avec notre retour d'expérience. Donc, on a déjà pu se prendre actuellement. Bon, Nathan, on t'entend pas très bien. Je pense que ça saute un peu. Je pense que c'est la connexion qui saute un peu. Mais tu vois que je te laisse prendre si jamais tu vois que c'est trop compliqué, tu n'hésites pas. Ça marche. Est-ce qu'on passe à la première slide? C'est parti. Oui. Ouais. Donc, dans cette première slide, dans vos recherches, comment vous allez commencer, comment vous allez vous y prendre pour entamer vos recherches, parce que avant d'obtenir un entretien, il faut
faut commencer à contacter les gens et déjà avant de les contacter, il faut les trouver. Donc le mieux pour vous pour faire ces recherches, c'est d'utiliser vos réseaux. Par réseaux sociaux, on entend réseaux sociaux numériques, mais aussi réseaux, donc les amis de vos parents, vos profs, votre école. Il y a Bon, je vais prendre la relève là, voilà. parce qu'on ne t'entend plus, Nathan. Mais en effet, ce qui est important dans votre recherche, c'est d'être présent là où là où vos interlocuteurs sont, et vos interlocuteurs, ils sont aussi sur les réseaux sociaux. Donc, faut pas hésiter à avoir des profils, notamment un profil LinkedIn. C'est vraiment pertinent. Ça vaut le coup de travailler son profil LinkedIn. Je pense, Sandra, que tu nous donneras de bons exemples là-dessus. Et sur le profil, c'est bien d'avoir votre parcours, vos activités de bénévolat. Je pense que Nathan pourra nous en parler un petit peu aussi. Montrer en fait qui vous êtes et aller au contact des recruteurs. Donc Sandra, je te laisse suivre sur ce sujet. Ce qui est important, je suis assez très, très favorable et très optimiste sur cette notion de réseaux sociaux. Travaillez bien ça. Si vous prenez contact avec certaines entreprises qui peuvent vous intéresser, certains cabinets, vous allez prendre en candidature spontanée, vous allez prendre contact avec des personnes du système RH de façon générale. Il y a juste quelque chose qui est extrêmement important, c'est de bien faire un message personnalisé. C'est vrai que dans LinkedIn, vous pouvez vous connecter avec les personnes sans pour autant mettre un message perso. Personnalisez votre message pour montrer l'intérêt que vous avez à l'entreprise. J'ai un exemple très concret que je vais vous donner, que j'ai reçu pas plus tard que ce matin. D'une personne du coup qui m'a contactée, qui m'a dit: bonjour Sandra, je serais ravie de faire partie de votre réseau. Intéressée par la compta numérique, Lively attire toute mon attention, au plaisir d'échanger sur nos activités. Cette demande, elle est extra parce que, il y a un véritable intérêt pour la compta numérique qui est complètement évidemment dans notre cœur de métier. En plus de ça, elle nomme l'entreprise, donc elle précise son attention. Et en plus de ça, elle fait du teasing, au plaisir d'échanger sur l'activité. Donc, ça nous donne très envie d'aller à sa rencontre. Évidemment, je lui ai répondu que je serais ravie d'échanger avec elle sur son activité. Et du coup, on va prendre le temps d'ici à demain d'avoir un échange tout à fait personnalisé. Donc ça, franchement, je vous invite à être attentive aux mots que vous choisissez, des mots positifs et intéressés. Et le point aussi qui est important, c'est sur votre profil LinkedIn, vous avez la possibilité de vous faire recommander sur certaines de vos compétences. Donc, même si vous n'avez pas toutes les compétences requises parce que votre niveau professionnel ne vous a pas permis de beaucoup travailler, même si vous faites du bénévolat, du sport, il y a certaines choses que vous pouvez mettre en avant. N'hésitez pas à demander des recommandations sur vos compétences et pourquoi pas aussi des recommandations écrites sur un stage fait, sur des soft skills, ce qu'on appelle vraiment le savoir-être, parce que nous, je dirais pas que c'est une des premières choses que je regarde, mais presque. Donc, soyez attentifs à cela. Donc, le résumé, prendre contact de façon personnalisée, mais aussi de demander de la recommandation sur LinkedIn. Si vous voulez peut-être compléter, Audrey et Nathan. Oui, je voulais juste faire une transition. C'est que j'entends souvent des étudiants qui me disent: bah oui, mais moi, j'ai pas trop le temps d'avoir une vie associative. Ça se comprend, ça s'entend, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'on a des bons exemples quand même qui ouvrent des portes. Sandra et moi, on est plus étudiants, plus étudiantes, mais en tout cas, on est investis aussi dans des associations. Et Nathan, qui est encore étudiant, il peut vous parler un petit peu de ce qu'il fait. Oui, écoute, comme tu dis Audrey, donc moi je pense que c'est pas parce que on n'est pas expert comptable qu'on peut pas s'investir dans la profession dès ses études. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours montré, c'est ce que j'ai commencé à faire à partir du BTS. Donc m'investir au sein du coup de l'Annexe, qui est une association sur tout le territoire en France et même en Outre-mer, qui regroupe des experts comptables stagiaires et des étudiants en comptabilité supérieure. Donc, pour organiser des réunions avec des partenaires, rencontrer les banquiers, les assureurs, aller faire des présentations dans les écoles, dans les salons, et tout ce côté organisation d'événements, mise en place de la communication marketing sur l'événement. Quand tu es en présentiel, organiser
chercher les repas, etc. Tout ça, c'est des soft skills que tu peux acquérir grâce à ton expérience et que tu pourras valoriser en développant de façon très, très sympathique sur des soirées. Également, si vous voulez également rejoindre le Fiduciaire Club Patchouli, pour essayer de le développer, c'est tout à fait possible et on est toujours content de rencontrer de nouvelles personnes et il ne faut pas hésiter à me contacter moi ou bien la personne qui l'a fondé sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas quand vous voyez quelque chose qui peut vous intéresser à aller discuter avec la personne. Ah tiens, j'ai vu que tu faisais ça, ça a l'air intéressant, est-ce que tu peux m'en parler plus? Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous motiver. Moi, c'est comme ça que, en discutant avec un expert comptable stagiaire, j'ai pu commencer à m'investir dans des assos. J'ai rencontré d'autres gens qui faisaient d'autres choses et donc j'ai continué à m'investir et au final, c'est une question d'organisation. Là, par exemple, on est sur le trajet du retour. Mais je me prends. Bon, on t'a perdu, Nathan. Mais en effet, c'est un super parcours. Ce que je peux faire au niveau du cours, il faut essayer d'avoir des activités en plus. Et c'est pas des activités en plus des cours, des activités physiques ou des choses comme ça que tu pourras valoriser auprès d'un recruteur lors d'un entretien qu'on pourra parler après. C'est ça, exactement. Et ça permet aussi de cultiver votre réseau. Donc, par exemple, là, après ce live, vous ajoutez Sandra, vous ajoutez Nathan, vous m'ajoutez sur LinkedIn avec un petit mot sur le live. Et puis voilà, vous serez dans notre réseau, on sera dans le vôtre. Et plus tard, ça peut créer de belles choses. Hop. On va passer sur la partie du CV, parce que je pense que ça vous intéresse de savoir comment avoir un CV qui va attirer l'attention. Il y a rien de méchant, c'est vraiment de la logique. C'est vous regardez un CV, vous avez besoin de savoir tout de suite. Ouais, et je suis d'accord avec toi, Audrey, dans le sens, moi, quand je devais faire mon CV en BTS pour mon stage, en DCG, en DSCG, on voit plein d'exemples sur Internet, on entend plein de retours de la part des profs, mais au final, qu'est-ce qu'il faut mettre exactement? C'est toujours important d'avoir un retour de professionnel. Oui, c'est ça, c'est bien d'avoir plusieurs retours, en effet. Par exemple, sur votre CV, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un petit texte descriptif de ce que vous cherchez et de ce que vous êtes. Donc là, par exemple, dans l'exemple, c'est dans le « Qui suis-je ?» c'est de parler un petit peu de vous et de dire pourquoi, ce que vous cherchez, pourquoi vous le cherchez. Et surtout, si c'est un stage ou une alternance, mettez les dates. C'est super important, en fait, de savoir à quelle date vous cherchez votre stage ou alternance. Après, vous voyez sur la slide, il y a des choses assez classiques. Et un petit plus que vous pouvez ajouter sur votre CV, c'est vraiment la partie référence. Vous avez déjà fait un stage, ça s'est bien passé. Demandez à votre responsable si vous pouvez mettre son numéro de téléphone pour être contacté par la suite. Ça vaut vraiment le coup de demander et ça rassure les recruteurs. J'imagine que tu es d'accord avec moi, Sandra? À fond. Ouais, complètement. Ce qui est très sympa, en tout cas, quand moi je reçois un CV, il y a une chose qui attire souvent mon attention et qu'on voit assez peu finalement dans les professions comptables, c'est pour ça que je vous invite à le faire, c'est véritablement d'avoir une phrase descriptive qui donne envie de vous rencontrer. Typiquement, vous êtes à la recherche d'un stagiaire comptable motivé, rencontrons-nous. C'est des choses qui ne se font pas, qui sont plutôt dans les professions commerciales ou professions marketing com, très peu sur la partie comptable. Et je trouve que cette valorisation par une phrase type, elle donne encore beaucoup plus, elle donne du dynamisme et de l'action à votre CV. Donc là-dessus, je vous invite vraiment à optimiser et à mettre ce genre de choses. Et puis, moi, j'ai juste un point d'attention et je trouve ça génial. Tout à fait récemment, on a reçu un CV aux couleurs de Lively. Couleur bleue, vous voyez derrière moi là, et couleur jaune. Moi, j'étais hyper étonnée, c'est-à-dire que la personne, non seulement elle montre l'intérêt de Lively, mais en plus de ça, elle fait l'effort marketing de faire un CV aux couleurs de l'entreprise. Donc, on ne peut que vouloir rencontrer cette personne. Je trouve que c'est une pratique qui se fait très peu finalement. On a souvent tendance à aller sur des standards de CV. Pensez bien à personnaliser, ça donne du sens à votre candidature et à l'intérêt que vous prouvez et montrez à l'entreprise.
Voilà mon petit plus à moi sur cette partie. Oui, bah, c'est ce qu'on dit, ça sert à rien d'envoyer 100 CV. J'entends souvent, oh, j'ai envoyé 50 CV, j'ai eu 0 réponse. Et moi, je dis, d'accord, mais ils étaient comment les CV? Parce qu'en fait, si vous voulez vous démarquer, bah, il va falloir personnaliser chaque candidature. Mais vous n'allez pas pouvoir en faire une centaine, enfin, ou en tout cas pas rapidement. Donc prenez le temps de faire peut-être 5, 6, une dizaine de candidatures extrêmement personnalisées, avec par exemple les couleurs, enfin, il y a plein d'idées en fait que vous pouvez trouver et qui sont sympas. Et rien que d'écrire un petit mot de motivation, ça fait le lien un petit peu avec ce qu'on va dire après. D'écrire un mot de motivation très personnalisé, c'est hyper important et ça vaut le coup. Parce que derrière, bah, voilà, Sandra, comme elle dit, bah, elle a envie de vous rencontrer. Exactement. Et du coup, une fois qu'on a pu parler du CV, la deuxième chose qui vient directement souvent avec et qui est souvent demandée, c'est la lettre de motivation. Mais comme on a pu discuter en préparant le webinaire, finalement, ce n'est pas forcément une chose qui est tout le temps demandée ou tout le temps bien à mettre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre point de vue, du point de vue recruteur, on va dire? Tu veux commencer, Audrey? Oui, si tu veux. Ouais. Oui, bah oui, c'est moi qui ai marqué mauvaise bonne idée parce qu'en fait, la lettre de motivation, c'est bien. Pourquoi pas si elle est extrêmement bien faite. Si vous vous ennuyez à l'écrire, on va s'ennuyer à la lire, donc ne la faites pas dans ces cas-là. Et surtout, le problème de la lettre de motivation, c'est que c'est souvent très formel et en fait, on perd un petit peu de l'essence de ce que vous voulez dire. Donc, nous, d'ailleurs, c'est pour ça que chez la Maconta, on vous propose de mettre votre CV, on vous propose de mettre un mot de motivation, mais on ne vous demande pas votre lettre de motivation. Parce qu'on veut vraiment que vous personnalisiez chaque mot pour chaque candidature. Et ça, c'est super important. Et oui, je te laisse continuer, Sandra, là-dessus. Ouais. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, bonne ou mauvaise idée, c'est vrai que ce qui va fortement attirer notre attention, ça va être un CV. Donc, un CV avec les bonnes pratiques telles qu'on vous l'a évoqué, déjà, ça donne une bonne tendance naturelle à la candidature. Mais c'est vrai que typiquement, si vous allez sur la Maconta, il faut y aller parce que c'est une super plateforme. Vous pouvez du coup faire disposer votre CV, mais aussi mettre un mot de motivation. Et je vais vous en donner un. Ce qui est important pour toutes les personnes qui sont là, c'est de vous dire ce qu'on peut attendre dans le texte de motivation. Et je vais vous en donner un parce que celui que j'ai reçu, il a pour nous beaucoup de valeur. Ce qui est important dans le texte de motivation, c'est de retrouver les valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire que sur chaque entreprise, vous avez des valeurs qui se dégagent, des engagements, des promesses. Essayez d'aller capter cette information sur les sites, sur les réseaux, pour pouvoir les transposer directement dans ce texte de motivation. Ce matin, j'en ai reçu un. Pour vous donner un petit peu d'histoire, j'ai rencontré cette jeune fille qui s'appelle Sarah l'année dernière pour un poste. Et on a une dizaine de candidatures et il en restait 2, Sarah et Céline. On a choisi Céline. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et puis ce matin, je reçois la candidature de Sarah, qui fait une candidature spontanée, voilà, parce que le contact s'est super bien passé. Et voilà ce qu'elle me dit. Elle dit bonjour. Donc sur la plateforme d'Audrey, la Maconta, je reprécise. Après une première rencontre de début janvier avec Sandra, qui s'est très bien passée, mais qui malheureusement n'a pas abouti, je réitère mon énergie, mon dynamisme et ma super motivation pour rejoindre une équipe conviviale, motivée et mettre mes compétences au profit d'une entreprise désireuse de s'agrandir. C'est juste parfait. Elle a l'esprit déjà de l'entreprise. On est plutôt une entreprise digitale, numérique, voilà, avec beaucoup de convivialité et beaucoup de proximité aussi. Donc ça, elle l'a très bien traduit dans son texte. Et pour autant, ces 5 phrases, évidemment, j'ai rappelé Sarah et évidemment, on va se rencontrer parce que voilà, il y aura une deuxième fois et j'espère qu'il aboutira positivement. Voilà, tout ça pour vous dire que pour ne pas faire de longues phrases, parce qu'on n'a que 30 minutes, enfin 1 heure devant nous, et pour être tout à fait concis, une lettre de motivation, il faut qu'elle soit bien faite, des phrases courtes, des mots positifs. Et si c'est un texte de motivation, alors retrouver les valeurs de l'entreprise, c'est essentiel. Et avec la lettre de référence aussi, si besoin, c'est super aussi. Nathan, oui, tu voulais dire quelque chose. Et donc, ouais, j'allais dire par rapport à la lettre de référence, on en a évoqué un peu l'idée avant. C'est dans un club de sport dans lequel vous évoluez, vous êtes motivé dans ça,
c'est un ancien stage qui s'est bien déroulé. Ça peut être tout ça. Vous faites une expérience, vous vous êtes engagé dans un projet et c'est une personne qui peut témoigner de cet engagement qui pourra montrer votre motivation pour un futur poste. Et du coup, une fois qu'on a fait cette étape de le CV, solliciter son réseau, peut-être le mot ou le mot de motivation, la lettre de recommandation ou la lettre de référence, on arrive à l'étape où ça y est, on a eu un retour positif. Venez me voir samedi matin au cabinet, on va pouvoir discuter ensemble, échanger, se rencontrer. Donc Sandra, comment tu conseillerais les étudiants pour préparer ce moment dont la plupart redoutent? Moi, je sais que je redoutais pas mal ce genre de moment. Oui, alors c'est vrai que en plus là on parle de stage ou de premier emploi ou de recherche d'alternance, donc c'est pas évident, on n'est pas forcément prêt, on n'a pas passé beaucoup d'entretiens, on n'est pas très mature. Alors l'idée c'est vraiment de vous rassurer, de vous dire que il y a plusieurs choses à anticiper. Alors évidemment la base de la base, être à l'heure. C'est la base. Alors, parce qu'on peut vous dire quand même qu'il y a certains candidats qui ne respectent pas l'heure. Alors, ça peut paraître totalement anodin d'arriver 5 ou 10 minutes après, mais nous, on a aussi un planning et on aime bien qu'il y ait un véritable respect du planning. Alors, on n'arrivait pas 30 minutes non plus, parce qu'on n'est pas toujours prêt 30 minutes avant, mais la base, 5-10 minutes à l'heure. Essayez aussi d'anticiper la tenue vestimentaire, c'est-à-dire que la tenue vestimentaire, alors aujourd'hui, il faut surtout venir comme on aime, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des entreprises un peu plus corporate, qui ont peut-être plus d'exigences dans les cabinets. Ça, c'est des choses que vous pouvez voir à travers les sites internet, les différents réseaux, ou potentiellement sur la plateforme de la Maconta. Je vais beaucoup en parler ce soir, parce que c'est une plateforme aussi qui est une vraie vitrine commerciale des entreprises. Donc, n'hésitez pas à aller voir les éléments. Renseignez-vous aussi sur l'entreprise, les actualités marquantes, les filiales, les produits, ce que propose le cabinet. C'est super important parce que vous aurez probablement des questions qui vont vous venir et on parlera après des questions pratico-pratiques que nous apprécions avoir lors d'un entretien. Renvoi aux vidéos d'Alex, c'était pour le site de la Maconta. Oui, avec la Maconta, en fait, et notamment Alex qui gère la partie marketing communication chez la Maconta, il a lancé une web-série qui est dédiée aux candidats de l'expertise comptable et où on parle de comment choisir son cabinet, comment connaître ses attentes, etc. Donc voilà, je vous laisse suivre nos réseaux et puis on va continuer sur la suite. Et puis prenez des notes. Alors l'idée aussi, c'est prenez des notes, mais pas trop. L'idée, c'est un échange qui est important sur les notes. C'est surtout d'aller préparer les questions types que vous aimeriez poser à la personne que vous avez en face de vous. Et c'est surtout pour ne pas perdre le fil. L'idée, c'est d'être le plus complet possible et le plus percutant pour ces premiers échanges que vous aurez. Et je complète ce que tu as pu dire, Sandra, sur le fait de préparer son entretien. Connaître le domaine d'activité dans lequel le cabinet évolue, connaître un peu l'histoire du cabinet. La plupart ont maintenant des sites internet, ils sont présents sur les réseaux sociaux, donc à minima les suivre. Peut-être que certains ont des amis qui ont évolué dans ce cabinet. L'avantage de LinkedIn, c'est qu'on peut faire une recherche du cabinet sur LinkedIn et voir telle personne y a travaillé. Peut-être qu'on connaît la personne, on peut discuter avec. Comment c'était ton expérience? D'une part, ça permet d'avoir un premier retour sur le cabinet et aussi d'avoir des petites infos qu'on peut placer à de bons moments pour se démarquer. Tout à fait. Et pour les questions, ce que je vous propose, c'est on a échangé avec Nathan et Audrey sur toute une série de questions pertinentes que nous, recruteurs, en tout cas, on aime bien avoir. Alors, il y en a quelques-unes ici, mais il y en a bien plus que ça. On va les étoffer ensemble. Et puis, j'espère que ça vous aidera pour vos prochains entretiens. Donc, ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime, c'est quand j'ai un candidat qui, à la fin de l'entretien, quand je lui dis « Est-ce que vous avez des questions ?» il me dit « Oui ». La première question qu'il me pose, c'est « Très bien, mais du coup, c'est quoi la stratégie de votre cabinet? Comment vous voyez évoluer dans quelques années ?» Parce qu'un cabinet peut avoir des projets d'acquisition, des projets de diversification, des projets de changement de clientèle.
Et du coup, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire qu'on a une personne très ouverte qui est pas, vous n'êtes pas exclusivement focus sur la partie technique, mais aussi sur l'environnement d'entreprise. Donc, je vous invite à parler de cette information. Ensuite, parler aussi de la taille de l'équipe, donc de comment elle est constituée l'équipe, quels sont les différents pôles qui constituent l'équipe. Également, quelles sont les perspectives de recrutement? Parce que une entreprise qui grandit, c'est une entreprise qui a une croissance. Donc, c'est aussi intéressant de vous inscrire dans un cabinet qui peut avoir des perspectives de croissance. C'est aussi pouvoir vous inscrire dans les différentes missions par la suite de l'entreprise. C'est super intéressant aussi quelqu'un qui nous dit comment vous décririez l'ambiance générale de votre entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier que on vous recrute, mais vous nous recrutez aussi, c'est une histoire de rencontre. Et donc, il faut être très ouvert à l'échange. Et moi, j'adore qu'on vienne aussi me challenger en tant que recruteur. Je ne fais pas que du recrutement chez Lively, mais j'apprécie en faire et j'aime bien quand j'ai en face de moi quelqu'un aussi qui me challenge. Et donc, comment décririez-vous l'ambiance générale? Et aussi, ce qui est hyper important sur l'ambiance générale, c'est quoi finalement le turnover? Donc, est-ce que les gens, c'est quoi le temps moyen? Les gens restent combien de temps en moyenne? C'est hyper intéressant de le savoir parce que alors clairement, on ne va pas vous dire que les gens partent tous les 6 mois, mais globalement, vous allez avoir de l'information. Si partent tous les 6 mois, il faut partir en courant. Ça veut dire que quelque part, il y a le bien-être au travail n'est peut-être pas forcément privilégié. Je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais ça peut l'être. Donc, voilà, demandez le temps moyen, combien de temps reste l'entreprise, les gens dans l'entreprise, parce qu'une entreprise dans laquelle il fait bon travailler, c'est une entreprise dans laquelle vous serez fidèle. Et ça, il ne faut pas oublier que c'est aussi important de pouvoir monter en compétences et dans la fidélité. Quelles seront aussi vos missions précises dans le cabinet? Parce que vous voyez, parfois, vous arrivez dans un cabinet et puis vous pouvez être projeté directement de votre poste. Ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les missions, comment vous allez progresser au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une formation, un parcours de formation qui va vous accompagner dans la réalisation de vos tâches? Ça, c'est très important. Savoir qu'on peut vous consacrer du temps. Vous consacrer du temps aux outils, consacrer du temps à vos missions, aux conseils, à cette valeur ajoutée, ça veut dire que l'entreprise, elle est prête à vous recevoir. Et ça, c'est essentiel. Ce qui est intéressant, c'est aussi un candidat qui nous demande les perspectives d'évolution. Vous rentrez soit en tant que stagiaire, vous rentrez soit pour une alternance, mais vous avez des perspectives, vous avez des envies. Alors, n'hésitez pas à en parler. Donc, quelles sont les perspectives d'évolution? Si je rentre, par exemple, je prends un exemple assistant, est-ce que demain, je peux passer conseiller en front de client de façon rapide ou pas? Enfin, l'idée, c'est d'en parler en toute transparence. Et ce qui est bien, c'est aussi que le candidat, il a envie d'avancer. Et pour nous, c'est un candidat sur lequel on pourra s'appuyer long terme. Donc, c'est super important. Et puis, je pense, et en toute transparence, on a le sujet du salaire. Vous savez que c'est un sujet qui peut parfois paraître compliqué à aborder, mais surtout, ne vous mettez pas de barrière par rapport à ça. Voilà, il faut en parler de façon tout à fait naturelle. Et à la question, souvent, on va vous poser, par rapport, du coup, quelles sont vos prétentions salariales? Si vraiment vous êtes bloqué, alors je vous invite à faire quelque chose de super sympa. C'est refaire un effet miroir et leur demander, d'après vous et avec mon expérience et notre échange, à combien puis-je prétendre au regard de votre grille de salaire? C'est extrêmement pertinent. Moi, je l'ai appris dans mes études, ce qu'on appelle une méthode d'effet miroir. N'hésitez pas, si vous vous sentez mal à l'aise, utilisez cette technique et vous verrez que vous allez obtenir des réponses rapidement et efficacement. Et vous serez soulagé aussi parce que ce n'est pas toujours un sujet facile à aborder. Donc, voici les grandes lignes. Pour moi, il y a ces 6 questions principales. Il y en a aussi d'autres qu'on pourra peut-être étoffer à l'issue. Mais déjà, si vous me posez toutes ces questions en entretien, alors évidemment, on se rencontrera et on travaillera ensemble parce qu'il y a une envie de s'intéresser en tout cas au sujet de notre cabinet. Vous voulez peut-être compléter sur les questions à poser, Nathan et Audrey? Oui, pour compléter par rapport à ce que tu as pu dire, par rapport à ce qu'on a pu mettre ici, moi je trouve ça très intéressant la partie quelles sont les missions, parce que déjà ça permet de voir par rapport à mon diplôme, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en pratique, parce que ça faut pas oublier que là on parle sur la question du stage et de l'alternance,
plus tôt, mais ça va être important de voir quelles seront les missions proposées par le cabinet. Est-ce que ça correspond à vos attentes, surtout vos envies, comme on disait avant sur le fait qu'il faut choisir un poste qui nous plaît, essayer de trouver sur quelle mission j'ai envie de me développer. Est-ce que j'ai plus envie d'essayer de la comptabilité? Est-ce que j'ai plus envie d'essayer de l'audit? Est-ce que j'ai envie d'essayer un stage en entreprise? Est-ce que j'ai envie d'essayer un stage en cabinet? Moi, je pense que les stages en BTS, en DCG, c'est le moment où il faut essayer, il faut tenter, que ce soit les stages ou les alternances. C'est sur vos années d'études où vous allez pouvoir vous faire votre avis, que ce soit en faisant votre propre pratique ou en discutant autour de vous. Ça va être très important de demander l'avis des gens pour savoir si avec votre personnalité, ce qui colle le mieux. Et pareil pour les perspectives d'évolution, c'est toujours très intéressant de voir, étant donné que vous êtes en stage, vous ne connaissez pas forcément grand-chose à part ce que vous avez pu apprendre en cours. Vous débutez, il faut apprendre, il faut commencer, tout le monde commence tout le monde commence à un moment, donc vous allez commencer en cabinet expertise par de la saisie, ce qui est normal, vous devez vous faire la main. Et au fur et à mesure, vous allez passer sur les relations clients, sur la révision, vous allez passer manager, etc. Enfin, vous allez évoluer au sein du cabinet. Et je trouve que c'est bien de demander ça en amont dès l'entretien. Ça montre que vous êtes quelqu'un qui pensait vers l'avenir et qui pensait pour le futur. Audrey, oui. Oui, je pense à un petit point d'attention. Ne posez pas des questions auxquelles on a déjà répondu avant. Donc, être bien attentif lors de tout l'entretien. Je sais qu'un entretien, ça peut durer 1 heure parfois. Enfin, c'est vraiment un peu difficile aussi de se concentrer tout le long. Mais c'est important de ne pas faire de redites et de montrer que vous avez bien été à l'écoute. Et moi, ce que je peux compléter également, c'est que là, on présente des questions par rapport au cabinet, la taille, etc. Mais c'est aussi, on peut aller sur le plan un peu plus personnel. C'est qu'est-ce qui vous a donné envie de faire, qu'est-ce que vous faites quotidien, ou même vous pouvez aller sur des questions si vous sentez que ça se passe bien avec le recruteur. Il va vous parler de vos hobbies, vos choses que vos centres d'intérêt à côté. Essayez d'aller peut-être dans le « et vous », essayez de créer un échange, un dialogue. Ça permet d'avoir ce côté on est quelqu'un qui est à l'écoute, qui aime discuter, ça met une bonne ambiance dans l'équipe. Et puis même dans la partie expertise comptable, c'est beaucoup de relationnel, dans la partie audit également. Donc ça va vous mettre en avant par rapport à d'autres candidats qui n'ont peut-être pas ce côté ambitieux de poser ce genre de questions, de mon point de vue. Ça me fait penser à, j'aurais dû le dire avant, mais je pense que c'est super important de le dire, que ce soit dans vos candidatures, dans vos échanges mails, faites attention à l'orthographe. C'est super important. Et ce qui est bien dans la candidature, c'est qu'on peut se faire relire. Donc, même si vous avez des lacunes en orthographe, n'oubliez pas de demander autour de vous à vous faire relire. C'est vraiment important pour donner une bonne image dès le début. Complètement. Peut-être juste pour clôturer sur les éléments. Donc là, vous aurez posé toutes les questions nécessaires du coup à votre prise de décision. Et puis, voilà, une prise de décision des deux côtés. Donc, n'hésitez pas du coup à clôturer de façon positive, clôturer en remerciant de la qualité de l'échange et de l'intérêt. Parce que avoir un stage n'est pas toujours facile, surtout dans un contexte un peu compliqué actuellement. Donc, soyez pro du début jusqu'à la fin. Donc, vraiment clôturer en remerciant de la qualité, on apprécie beaucoup. N'hésitez pas à demander à la fin de l'entretien un retour rapidement. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les candidats me disent voilà, qu'avez-vous pensé de cet entretien? Donc, je donne un débrief, les plus, mais aussi les moins, pour que la personne puisse se perfectionner. C'est aussi du bonus pour vous de savoir ce qui n'a pas fonctionné. Comme ça, ça vous permet encore d'être meilleur pour la suite. Et puis, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas aussi à demander à visiter les lieux et les locaux, si ce n'est pour vous familiariser avec le contexte.
c'est toujours sympa d'aller visiter, de voir. On ressent souvent une ambiance. Alors bon, aujourd'hui, les cabinets sont un peu dépeuplés et puis on bosse tous en télétravail. Mais si d'aventure vous avez l'occasion, n'hésitez pas. C'est tellement génial de pouvoir sentir un contexte, une ambiance et savoir si vous pouvez vous y projeter. Même rencontrer parfois les équipes. C'est une réelle preuve d'intérêt et d'envie pour vous. Et puis, pardon, excuse-moi Nathan, tu voulais dire quelque chose. Et je voulais compléter sur le demander à visiter le cabinet, demander à peut-être rencontrer les équipes. Si vous êtes, l'entretien se passe quand il y a encore des gens pour échanger. Bon, tout dépend de la période. Février, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais c'est toujours sympa de voir l'ambiance. Généralement, les cabinets sont contents d'échanger et de pouvoir proposer aux futurs alternants d'échanger avec. Dans mon expérience personnelle, on m'a proposé de discuter avec l'alternante qui était à mon poste avant, et c'est quelque chose qui est très apprécié parce que ça permet de rassurer le candidat, surtout dans la partie alternance sur j'ai un peu peur du rythme, je ne sais pas comment ça va se passer, je vais dans un nouveau domaine. Ça, c'est une super opportunité et il ne faut pas hésiter à demander. Tout à fait. Exactement. Et comme tu dis, le titre, c'est remercier et essayer de demander à sous combien de temps est-ce que je peux avoir un retour. Comme ça, vous êtes fixé et vous montrez que vous savez cadrer les choses. Exactement, c'est de savoir du coup à la fin quand est-ce que le retour sera fait. Donc, voyez si vous pouvez obtenir un délai un peu plus précis. Et puis, si vous sentez que le délai est un peu long, il ne faut pas hésiter à relancer si le délai est passé. Alors, directement par un petit coup de fil. C'est vrai qu'on laisse nos coordonnées assez facilement. C'est plus sympa d'échanger en live. Et si refus, très important, demandez les raisons qui ont poussé justement à prendre cette décision. De manière à aussi pouvoir reprendre le feedback. Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Comment aurais-je pu vous convaincre? C'est intéressant parce que ça vous permet aussi de progresser pour la suite, pour trouver un stage. Et puis surtout, ça prouve que vous êtes super motivé, moteur pour avancer. Donc nous, on va garder une image positive aussi de vous à l'issue. On se souviendra que vous nous avez appelé et que vous nous avez posé la question de comment je peux m'améliorer. Donc ça, c'est super, et c'est super ce important. que je peux compléter aussi, Sandra, par rapport à ce que tu disais avant, c'est tu parlais d'une candidate qui n'a pas été retenue sur un entretien, mais qui t'a fait bonne impression et qui ensuite a refait une candidature spontanée. C'est pas parce que vous allez candidater à un moment à un poste, Effectivement, ça coupe, Nathan. Mais je partage l'avis de Nathan. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'on candidate et qu'on refuse à l'instant T. Vous voyez, un an après, elle repostule. Il y a une opportunité qui s'est ouverte. Voilà, les planètes sont alignées à ce moment-là. Et je me souviens très bien de cette stage personne. ou quoi que ce soit. Que j'ai été fait. On rattrape le On m'entend de nouveau? Ouais, oui, ça y est. J'ai parlé sur toi, Nathan. Ça a été coupé. Ça a coupé. Donc, je disais, vous ne savez pas si le milieu, enfin, si l'expert comptable, il connaît pas la personne chez qui vous avez candidaté après, toujours laisser une bonne. Exactement. Bon, oui, j'espère qu'on a répondu. Pardon. Oui. Oui, j'allais le dire. J'espère qu'on a répondu à certaines de vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à couper le micro et à poser directement. Et sinon, dans le chat. Et on est là pour y répondre, que ce soit moi, Audrey ou Sandra. Mais en tout cas, je tenais à remercier Audrey et Sandra qui ont pris le temps de faire ce retour d'expérience. Et c'était très enrichissant pour mon côté, en tout cas, de participer à la préparation de cette réunion avec vous. J'ai beaucoup appris également. Et content de pouvoir aider les étudiants dans cette recherche d'alternance ou de stage qui est sans doute assez difficile, mais il faut, pour un petit mot, il faut surtout pas lâcher. C'est pas parce que vous avez un refus que ça va pas marcher. Il faut persévérer. Et il faut persévérer. Il faut pas lâcher. Si on veut quelque chose, on lâche pas.
Oui, et puis c'est vrai que ce qu'on a dit, enfin, merci Nathan et de nous avoir sollicité pour ce webinaire. C'était un vrai plaisir de le préparer ensemble. Et c'est vrai que ce qu'on a pu dire, ça peut vous paraître assez évident. En fait, si on le redit, c'est parce que tous les jours, on voit des candidatures qui n'ont pas tout ça. Donc vraiment, si vous suivez les conseils qu'on vous a donnés en ce webinaire, déjà, vous serez beaucoup plus démarqué par rapport à la plupart des candidatures qu'on reçoit. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à nous parler directement. Et puis, en attendant de voir s'il y a quelqu'un qui se manifeste, ouais, je repensais à la relance dont on parlait tout à l'heure pour savoir à quelle date on va avoir une réponse. Ce que je recommande souvent, c'est quand on a envoyé une candidature à un cabinet, de ne pas hésiter 2-3 jours après à appeler le cabinet, non pas pour demander quand est-ce, enfin, c'est pas quand est-ce que j'ai une réponse, ça dépend. Il faut avoir une certaine façon de le dire, mais dire voilà, est-ce que vous avez bien reçu ma candidature? Donc pour accuser réception. Déjà là, ils vont ressortir votre candidature de la pile, c'est un bon point. Et ensuite, vous demandez quand est-ce que je peux espérer avoir une réponse? Et ça, je pense, Sandra, que c'est très bien vu parce que toi, ça te permet aussi de voir que la personne, elle est vraiment motivée. Ouais. Je vois dans le chat. Alors, je vois qu'il y a une question. On a une première question je suis content qu'elle vienne sur la partie comment on peut gérer son trac, son stress, des conseils, des choses comme ça pour sur une épreuve qu'on n'a jamais faite, comment réussir au mieux à passer outre ça. Je peux vous laisser donner des conseils, puis moi je donnerai aussi ce qui marche bien de mon côté, ce que j'ai pu essayer. Alors, moi je mets tout de suite à l'aise, en fait, pour être totalement honnête, tout entretien génère du stress, qu'il soit positif, négatif à l'entrée, parce que c'est notre premier, donc je mets tout de suite à l'aise. Ça dépend des recruteurs, évidemment. Si je sens qu'il y a la petite goutte qui arrive, qu'il y a du stress, je mets tout de suite à l'aise la personne et je le fais parler de sujets plutôt personnels, extra-pro, pour ensuite réorienter. Donc vous, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à dire que vous êtes stressé. C'est-à-dire que c'est une vraie preuve aussi de transparence, de dire que je suis sincèrement navrée, c'est mon premier entretien et j'avoue que je ressens, parler de ces émotions, je ressens beaucoup de stress. Donc veuillez maintenant m'excuser si d'aventure je ne suis pas totalement claire. Ce n'est pas une mauvaise intention, c'est que je suis stressée. Parce que si on le sait, on va adapter aussi notre discours pour vous mettre à l'aise. Donc parlez-en avec transparence, on sait tout à fait l'accueillir. Soufflez, ayez la pensée positive pour ceux qui connaissent. Pensez à des choses positives qui vous font du bien avant de rentrer. Pensez à vos réussites aussi, parce que dans la vie, on a des échecs, mais on a aussi beaucoup de réussites. Et faites le focus sur vos réussites avant de rentrer. C'est aussi prendre de l'énergie. Ça, ce sont mes conseils. Peut-être Audrey, tu veux compléter? Non, tu as tout dit. Je vais laisser Nathan continuer. En plus, comme on a quelques questions qui arrivent. Ah, d'accord. Et moi, de mon côté, je pense que ce qui est important de se dire, c'est que vous allez faire un entretien, mais au final, ça va être un échange avec une personne. Vous allez aussi chercher à la connaître. Et je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme un trop gros défi, mais comme ça va être une nouvelle rencontre. Vous allez chercher à discuter avec les gens. Soyez vous-même, soyez naturel. Apprenez à vous connaître, c'est important. Les vidéos d'Alex qui sont sur la Maconta, vous allez apprendre à vous connaître, quelles sont vos envies, etc. Et plus vous savez exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, parler de vous, plus ce sera facile pour vous ce genre d'exercice. Moi, je pense que c'est comme rencontrer une nouvelle personne. C'est pas facile de lancer la discussion, mais comme tu disais aussi, Sandra, il n'y a pas que vous qui stressez, et puis il n'y a pas que vous qui avez à mettre à l'aise les gens. Vous avez été invité par la personne sur l'entretien. Si la personne elle a du mal à vous mettre à l'aise ou elle ne souhaite pas vous mettre à l'aise, c'est plutôt compliqué. Et ça permet de voir aussi pour la suite comment ça pourrait se passer. Les échanges, généralement, on vous montre que l'environnement est super, les échanges seront sains, donc c'est dès l'entretien. Et pour aussi compléter ce qu'on disait avant, c'est vous avez, je me rappelle plus exactement de la règle, mais je crois que c'est la règle des 5, c'est ça.
5 ou 20 premières secondes, se rapprocher, etc. Il y avait, je me rappelle de quelque chose comme ça. C'est vous avez qu'une fois la possibilité de faire une première impression. Oui. C'est vrai. Oui, il y a plein de sujets là-dessus. Il y a plein de sujets et il y a énormément de choses. Moi, je pense que faites des recherches sur la partie comportement humain, essayez au-delà des conseils que vous pouvez entendre, c'est faites-vous votre propre avis, essayez vos propres méthodes et il faut travailler ça. C'est pas inné, il faut le travailler. C'est ça. Je vois qu'il y avait une question sur est-ce possible d'intégrer un cabinet pour un stage de fin d'études à partir du mois de mai? Certainement. Et si vous suivez d'ailleurs tous les conseils qu'on a donnés pour candidater, je pense que vous aurez plus de chances de trouver un stage. D'autant que d'ailleurs les stages de BTS première année ont lieu en fin mai, donc c'est absolument possible de trouver un stage tout au long de l'année en fait. C'est soit les cabinets mettent des candidatures sur sites comme la Maconta ou sur leur propre site et sur les réseaux, soit ça peut être une candidature spontanée et vous pouvez être pris quoi. Il faut vraiment pas hésiter. Et puis les stages, c'est une façon de se faire son avis sur le métier. Est-ce que c'est fait pour moi? Et puis c'est aussi se faire ses armes, c'est acquérir de l'expérience. Donc c'est toujours bien de tenter l'aventure. Et puis, je vois qu'il y a Noémie qui a demandé, pour sa recherche d'alternance, elle a remarqué qu'il y avait très peu d'offres sur les sites comme Indeed, LinkedIn, Monster, sur tous les sites en fait, et même sur la Maconta. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la candidature spontanée. C'est pas une question forcément de conjoncture. Enfin, certes, la conjoncture fait qu'il y a moins d'embauches d'alternants et stagiaires, donc c'est un peu embêtant. Après, il y a des aides pour les alternants, donc n'hésitez pas aussi à mettre ça à profit pendant vos entretiens, à dire voilà, il y a des aides qui vous sont allouées. Bon, la plupart des recruteurs le savent, mais au cas où, vous pouvez faire pencher la balance de votre côté avec ça. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire vraiment des candidatures spontanées parce que les cabinets, souvent, quand ils embauchent un stagiaire ou un alternant, parfois, ça peut être aussi sur un coup de cœur. Souvent. Donc, oui, pardon, Nathan, vas-y. Et pour compléter, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais quand vous allez chercher, par exemple, une alternance ou un stage, vos écoles dans lesquelles vous êtes, ils ont souvent eu d'anciens alternants, ils ont énormément de contacts avec les cabinets, avec les entreprises. N'hésitez surtout pas à solliciter l'école pour la recherche de stage. Vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à demander des conseils à vos profs. N'hésitez pas non plus à demander au niveau de l'école, voilà, je suis à la recherche d'un cabinet. Est-ce qu'il n'y a pas des candidats? Est-ce qu'il n'y a pas des cabinets qui recherchent autour de vous? Est-ce que vous ne pouvez pas diffuser mon CV? Ça peut être, quand vous êtes à la recherche d'une école, ça peut donner le sujet d'un autre live, mais quand vous êtes à la recherche d'une école, c'est soit vous venez avec On t'entend plus, Nathan. Ouais, on a perdu Nathan. Un employeur, soit vous faites vos recherches, mais vous pouvez intérêt à sur trouver votre emploi. Il y a d'autres questions oui, tu peux. Dire, tu vas pouvoir y répondre, Sandra, je pense. Doit-on amener une copie de notre CV à l'entretien? Oui, enfin, nous, c'est vrai que les CV, on les a. Quand on rencontre la personne, on a le CV, si ce n'est en numérique, au minima. Effectivement, amener son CV en entretien, sait-on jamais, une panne de PC, une imprimante qui n'a pas marché, voilà. Une panne de boîte mail, ça fait toujours plus sérieux d'avoir quelqu'un qui arrive avec un CV. Voilà. Et puis, c'est peut-être plus facile aussi de raconter votre parcours si vous avez votre CV sous les yeux. Avec le stress, on peut vite partir dans tous les sens. Au moins, avec votre CV, vous avez votre trame. Tout à fait. Je voulais juste compléter une toute petite chose rapidement avec ce que vous disiez à l'instant sur le fait de recruter sur un coup de cœur, notamment pour un stage. Nous, ça a été le cas. On a fait on a accompagné un IUT à Nantes
GEA pour les accompagner sur des entretiens. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi d'aller dans les écoles pour proposer nos services, accompagner les stagiaires et les étudiants à améliorer leur discours. Et il est vrai que lors de ces job dating, on va dire, d'étudiants, on rencontre des gens et ça a été le cas tout à fait récemment. On a rencontré Manon avec qui on a eu un vrai coup de cœur qui vient faire, c'était pas prévu clairement le stage, mais on l'a prise simplement parce que, elle répond parfaitement à l'état d'esprit de Lively et donc de TGS aussi, et aussi parce qu'on sent qu'elle a un vrai potentiel. Donc, on a vraiment envie de la développer. Donc, il ne faut vraiment pas que vous hésitiez à postuler de façon naturelle et spontanée. La vie, c'est une question de rencontre de façon générale. Et n'hésitez pas, osez au-delà du timing, etc. Faites. Et j'ai vu aussi dans le chat, Fatou, tu nous dis qu'il y a aussi Hub Emploi qui existe, c'est vrai. L'un des experts comptables a mis en place une plateforme pour le partage des offres en cabinet. C'est vraiment exclusivement en cabinet, donc il ne faut vraiment pas hésiter à regarder sur le site Hub Emploi. Et puis, il y a plein d'autres sites qui existent, mais il faut faire vos recherches. Voilà, le principe, c'est d'être vraiment curieux. Et il suffit pas d'aller sur un site et de répondre à une offre. Renseignez-vous sur le cabinet avant pour avoir une candidature qui est vraiment personnalisée. Je vois Anaïs qui dit, si nous allons postuler en personne en cabinet, est-ce un plus de demander de suite un entretien à l'employeur ou risquons-nous de le déranger? Oui, là, de suite, ça risque d'être compliqué. Les agendas sont quand même souvent remplis. Qu'est-ce que t'en penses, Sandra? Oui, alors je trouve ça très bien de se déplacer, de pouvoir déposer un CV. Pourquoi pas d'arriver directement avec une personne RH. Enfin, au contraire, par contre, l'idée, c'est juste de déposer, dire que vous... Mais soyez pertinent dans votre approche. Hein. C'est pas de dire bonjour, je dépose mon CV, c'est de dire voilà, bonjour, je vous suis depuis un petit moment, je vois vos actualités. C'est vraiment un cabinet qui m'interpelle et qui attire mon attention. Et donc, à ce titre, je viens vous déposer ma candidature de stage ou d'alternance ou de premier emploi. Est-il possible de convenir d'un entretien à votre convenance, bien sûr. Soyez pertinent, dites pourquoi vous venez. Faites une phrase d'accroche, dites pourquoi vous venez effectivement demander un entretien ultérieur. Donc là, vous laissez vos coordonnées. Voilà. Tout de suite, c'est entendu. J'ai vu que Sekou lève la main. Est-ce que c'est une erreur ou tu veux poser une question? Bien sûr, c'est une question que je veux poser, oui. Vas-y, je t'en prie. En fait, tout à l'heure, moi, comme vous avez dit que vous encouragez les candidatures spontanées et tout, en fait, parce que moi, j'avais ajouté une responsable RH de TGS et tout, et elle vient à peine de me répondre lors de ce webinaire. Je lui ai en fait demandé, vu que l'entreprise éprouve souvent le besoin de recruter en fait des stagiaires de Bac plus 3, est-ce qu'éventuellement je pourrais postuler, ce que c'est encourageant et tout. Mais après, elle m'a dit que actuellement, vu le contexte de Covid et tout, qu'il préfère en fait prendre des stagiaires de Bac plus 5 et tout. Donc, même selon ces circonstances, est-il conseillé aussi de faire une candidature spontanée dans cette entreprise, vu que, disons que les options ne sont pas sur les étudiants de Bac plus 3 et Bac plus 2? Alors, tu veux commencer? Moi, je peux donner mon avis. Donc, merci Sekou pour le retour. Je vais être un peu plus général que forcément sur un cabinet. Je prends l'exemple de le cas d'un refus par rapport à ça. Comment vous pouvez réagir par rapport, voilà, on vous fait, c'est pas pour, on prend plutôt de tel niveau. Déjà, je peux comprendre les cabinets. C'est un peu, en tant que candidat, c'est un peu rageant de se dire on n'a pas été recruté. Moi, je peux comprendre les cabinets parce que ça demande du temps de former les gens. Et si déjà ils prennent le temps de répondre, je trouve ça top. Et si en plus ils se disent que on n'aura peut-être pas le temps de former un candidat qui vient de débuter et on ne va pas pouvoir lui apporter toute cette expérience-là qu'il mériterait, je trouve ça mieux de dire qu'on ne peut pas. Après, sur une candidature, un refus, c'est demander, voilà, donc moi je suis là, qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil pour trouver, par exemple,
Ou alors, bon, j'ai pas cette expérience, mais comment on pourrait faire pour voir ensemble pour que je puisse acquérir de l'expérience. Enfin, c'est pas juste rester sur le ils m'ont refusé donc c'est pas bien, c'est qu'est-ce que ça peut m'apporter ce refus. Et je pense que c'est ça. Effectivement, là en ce moment, de toute façon, il y a la période fiscale, il y a plein de choses à gérer. Mais je pense que ça dépend aussi des périodes et je pense que c'est pas parce qu'on prend un refus qu'il faut s'arrêter là et qu'il faut arrêter les candidatures spontanées parce que ça va payer à un moment. Oui, puis juste pour compléter, Nathan, et pour te répondre, Sékou, il est vrai qu'aujourd'hui, quand on a un stagiaire, l'objectif, c'est de lui apporter la meilleure formation possible et le meilleur accompagnement possible. Et il s'avère que les conditions sanitaires actuelles nous font faire beaucoup de télétravail et on n'est pas proche, on ne peut pas former à distance, c'est parfois compliqué, notamment sur les outils qui vont mériter une certaine expertise. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a un léger ralentissement actuellement dans la recherche d'un stagiaire, ou alors si on va prendre un stagiaire, on va peut-être prendre quelqu'un de plus expérimenté, d'où ta question sur le bac+3, bac+5, parce qu'on sait que compte tenu de la distanciation, on aura plus de facilité à former et à faire acquérir les compétences. C'est exclusivement lié à ça, en tout cas de mon approche de ce groupe que je connais très bien. Voilà, c'est pour valider. On a une question aussi. Est-ce que dans ma lettre de motivation, je peux mettre que je parle bien allemand? Moi, j'ai envie de dire oui, mais ça dépend de chez qui on postule, tout simplement. En fait. Tout à fait. Et ça, ce sera valorisé sur une candidature. Tu vas pouvoir te démarquer si jamais le cabinet il hésite entre deux candidats. Une candidate qui parle allemand, c'est la possibilité de développer la clientèle outre-Rhin. Ça dépend dans quel coin tu es aussi, hein, bien sûr, mais c'est toujours intéressant d'avoir une compétence linguistique, ce qui est très recherché. L'anglais est également très important. Et si vous n'avez pas encore un niveau très élevé, travaillez parce que ça va vous permettre de vous démarquer et d'avoir plein d'opportunités de pouvoir parler anglais. Bon, je pense qu'on a répondu à peu près toutes les questions. J'ai l'impression à toutes les questions. Dans tous les cas, on reste joignable. Que ce soit Sandra, Nathan et moi, on est toujours ravis de vous répondre. Et puis en plus, comme on vous l'a dit, ajoutez-nous sur LinkedIn, rejoignez notre réseau et comme ça, on pourra échanger. Et puis, je te laisse conclure, Nathan, si tu as encore du réseau. Il semble être figé là. Ah, bon, oui. Bon, merci à tous. Figé. Merci à tous. Merci à toi, Nathan, de nous avoir sollicité sur ce webinaire. Et merci à vous tous d'être présents. Merci à tous. Et passez une excellente soirée. Merci. À vous aussi, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.